ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, enfin avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Lucie. Salut Caro. Alors, on va commencer par se prendre une petite tisane, si tu veux bien. Donc, je te laisse en piocher une, là, dans la petite boîte ici. Alors. Choisis celle qui te parle. Parce qu'il y a un petit message derrière. Oui, il faut pas que tu regardes ce qu'il y a écrit. Il faut pas que je la regarde, d'accord. Non, c'est exprès. C'est voilà. Et tu le découvres après. Alors, j'apaise mon esprit, je fais le vide. Je l'ouvre? Tu peux. Et comme ça, on peut se la prendre. Et moi, c'est j'aime la vie sous toutes ses formes. Pas mal. Alors, Lucie, donc on va parler des hommes, des femmes, des relations hommes-femmes, le rapport que toi, t'as par rapport à ton identité de femme. Pour toi, comment tu ressens le fait d'être une femme? Alors cette question, je me la suis posée déjà quand j'étais petite. Je me souviens très bien de m'être formulé cette question. Est-ce que je suis heureuse d'être une fille? À l'époque, j'étais pas une femme. Et je me souviens d'avoir répondu que oui, j'étais heureuse d'être une fille. J'arrivais pas vraiment à l'époque à me dire exactement pourquoi j'étais heureuse. Voilà, je trouvais que c'était chouette. Les trucs de garçons, je les regardais d'un petit peu loin et ça me faisait pas particulièrement envie. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, on va dire, habité cette identité de femme assez jeune et de jamais avoir regretté d'être une femme, jamais avoir considéré non plus que c'était particulièrement un handicap. Après voilà, ça m'empêche pas de considérer qu'il y a des choses qui pourraient être beaucoup mieux pour moi et pour l'ensemble de la communauté des femmes que ça n'est aujourd'hui. Mais voilà, pour répondre brièvement à ta question, cette identité de femme me va très bien et je changerai pour rien au monde. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la féminité? Je me pose pas tant que ça cette question pour moi, je me pose cette question, ça m'arrive de me poser cette question pour d'autres. Ça m'arrive de me dire, ah tiens, cette personne, elle est vraiment très féminine. Oui, elle a particulièrement quelque chose de féminin. Alors qu'est-ce qui fait que je dis ça? C'est pas forcément parce que la personne en question se met du vernis à ongles, tu vois. Voilà, ça peut être une sorte de peut-être de douceur ou une sorte de grâce. Alors, mais j'avoue que je me pose pas tant que ça la question pour moi. Est-ce que je suis féminine? Non, je me vis pas comme quelqu'un de très féminin. Ça peut paraître antagoniste avec ce que je viens de dire avant, mais ça l'est pas en fait. En même temps, je suis très contente d'être une femme et j'ai l'impression d'être à l'aise dans mes baskets de femme. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de masculin en moi. Il y a des traits qu'on attribue aux hommes, peut-être une certaine brusquerie, une certaine violence aussi. Des fois, dans des situations un peu extrêmes, des situations de tension, je me dis que si j'étais un mec, je me bagarrerais, tu vois. Je sens très vite le côté assez violent dans la situation de tension qui rejaillit en moi. Peut-être aussi aimer des trucs un peu de mec, des trucs de musique un peu pointus, tu vois, qui sont habituellement plutôt attribués, enfin qu'on voit plutôt chez des hommes, même si tout ça c'est des clichés, mais voilà. L'influence de mon père aussi, je la sens beaucoup en moi, dans mes goûts. Beaucoup plus que l'influence de ma mère. Que voilà, pour moi, tout ce qui est culturel, en particulier la musique, tu vois, je l'ai déjà évoqué, ça fait pas 5 minutes qu'on parle que je te parle déjà de musique, c'est vrai. On parle de mon identité, parce que c'est hyper important dans mon identité, et que ça me vient de mon père, ça me vient pas de ma mère. Oui, je vois chez moi pas mal de traits qui me viennent de mon père, de la sensibilité pour l'art et la musique, pour le cinéma aussi, et aussi cette maladresse qui m'agaçait énormément chez mon père, mais que je retrouve malheureusement aussi chez moi. La maladresse, tu veux dire dans le verbal parfois, dans ouais, c'est ça, le fait de pas toujours savoir enrober les choses, d'avoir une certaine alors, je dirais pas que je manque d'aisance sociale, je manque de codes d'enrobage qui sont naturels quand j'observe les autres et qui chez moi nécessitent un effort. D'accord. Alors c'est peut-être aussi une question d'éducation, mais ça voilà, j'ai tendance à le relier à mon père, au masculin de manière générale. Donc voilà, une identité de femme que j'adore mais avec beaucoup de masculin dedans, que je ressens
très fortement. Et je me vis pas comme quelqu'un dont on dirait, je pense pas qu'on dit de moi, oh, qu'est-ce qu'elle est féminine. Non, je pense pas. On dit quoi alors? Je pense que je suis relativement extravertie, que je suis ouverte d'esprit, que je suis curieuse, ouais. Mais c'est pas le genre qui revient en premier, voilà. Ouais, non, c'est pas le genre qui revient en premier. Okay. Est-ce qu'il y a une phrase? On peut boire pendant Mais qu'on oui, parle, oui. Ça donne soif. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a souvent été répétée, ou plusieurs, quand t'étais plus jeune, par tes parents ou... Tiens-toi droite. Tiens-toi droite. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tiens-toi droite, très souvent par ma mère. Parce que voilà, je grandissais vite et rapidement je l'ai dépassé en taille. Voilà, maintenant je fais 1m75 et cette croissance, ça s'est pas accompagnée d'une verticalité terrible. C'est plutôt un affalement d'ado et je pense qu'elle c'était quelque chose qu'elle supportait pas. Mais je me vois maintenant le dire à mes filles, hein. Même si je trouve qu'elles ont moins le problème que j'avais. Mais oui, tiens-toi droite. Et j'exécrais qu'elles me disent ça, je n'en pouvais plus de ces tiens-toi droite et c'était fait de la gymnastique pour te redresser, voilà, sans arrêt. Et donc j'ai pas supporté ça et maintenant, alors c'est Seb qui me dit, mon mari, tiens-toi droite et moi j'essaye de me tenir droit parce que je me rends compte que en fait ça fait vraiment partie de l'élégance qu'on peut avoir, la posture en fait. La posture, on appelle ça. Ouais. Est-ce que tu dis cette phrase aussi à ton garçon? Oui. Oui, je lui dis. Oui, tiens-toi droit. Oui, tout à fait. C'est même plutôt à lui que je plutôt à lui. T'as des frères et sœurs? T'as que des sœurs? J'ai que des sœurs, on est 5 filles. Ok. Et donc elles ont toutes eu cette remarque ou c'était particulièrement pour toi? Non, elles ont pas toutes eu cette remarque. Non, je pense que c'était particulièrement pour moi. Enfin, il faudrait demander à mes sœurs après. On n'est pas toujours les mieux placés pour dire comment ça se passait pour ses frères et sœurs, parce qu'on a tous des ressentis très différents dans une même fratrie. Mais il me semble l'avoir entendu, oui, pour mes sœurs, mais c'était surtout moi. Et ton père, est-ce qu'il y a une phrase clé qui te répétait souvent? Ou c'est quoi sa phrase clé, son mantra qui t'a accompagné? Ouais, alors mon père, c'était moins personnel, c'était plus des choses du genre... Ah si, alors un truc qui me disait et qui m'a vraiment peiné, ça va te faire rire, ça va vraiment te faire rire. Je disais, ma pauvre Marianne, t'es vraiment pas sportive. Ah oui, te disais ça. Oui. Bon, étonnant, effectivement. Et du coup, je me suis, et je l'ai cru, en fait, pendant des années, que j'avais très peu de conditions physiques et tout ça. Enfin, en vérité, je pense que j'ai pas des prédispositions sportives incroyables. Mais assez bizarrement, j'ai développé un goût pour l'effort physique, en fait, qui fait que, tu vois, maintenant, à 50 ans, je fais du sport, de la muscu, enfin, voilà, de la gym, je sais pas comment on appelle ça, du renforcement musculaire, tous les jours. Devenu indispensable vraiment pour moi, en particulier avec le confinement. Donc tu vois, de ce truc qui pouvait me condamner, t'es vraiment pas sportive. Tu vois, j'en ai fait un truc. Enfin, vraiment, je suis contente parce que j'ai réussi vraiment à dépasser ça. Et je fais aucune performance, tu vois, même encore récemment quand je courais très peu vite et tout ça, mais avec une régularité irréprochable. C'est-à-dire que je ne loupais jamais un entraînement. Donc voilà, j'ai dépassé ce truc sportif. Donc toi t'as pas eu de phrases comme fais plaisir, alors t'as eu le tiens-toi bien, sois gentil ou des choses comme ça. Sois gentil, ça tu l'as? Non, pas trop. Pas trop. Très bien. Non, pas trop concernant l'attitude à avoir en société. En fait, alors mon père n'avait aucune indication, tu vois, j'ai dit éducation. Pas d'indication sur comment se comporter en société. Tu sais, voilà, j'ai l'impression que les hommes, c'est moins leur terrain de jeu, on va dire. En tout cas, pas le sien. Même s'il avait beaucoup de relations sociales. Il sortait pas mal, il avait un groupe d'amis assez... il a toujours d'ailleurs. Ma mère, on vivait un peu reclus de son côté à elle, donc pas trop d'indications sur comment se comporter en société. Par contre, alors beaucoup d'indications sur comment se comporter avec les garçons. Ah. Voilà, grand sujet. Elle avait tout un livre. Ah oui. Une méthode. Ah oui, alors attention, mais c'est plutôt des règles de conduite. Donc ça commençait par, alors évidemment, ne pas coucher le premier soir. Donc ça c'était la base. C'était la base.
Surtout parce que sinon, si tu couchais le premier soir, le garçon ne t'aimerait pas. Jamais. Il allait te jeter. Jamais. Ouais. Il se trouve que Sébastien, avec qui je suis depuis 30 ans, je couche avec lui le premier soir. Voilà. Ça, c'est dit. Et ça, c'est une chose que j'ai essayé de surtout pas reproduire avec mes filles, en leur disant, moi, j'ai pas de mode d'emploi à vous donner, mais j'ai une chose importante à vous dire, c'est ne fais jamais rien dont tu n'aies pas envie. C'est pas évident, ça tient en quelques mots, mais c'est pas si évident que ça. Voilà, donc après, c'était faut donner envie aux garçons sans répondre à leurs demandes pour les faire lanterner. Et c'est, tu vois, en les faisant lanterner, en leur faisant miroiter, c'est comme ça que on va les retenir. Comme si, en fait, le fait de la relation sexuelle allait être la fin de tout et le moment d'une déception. Tu vois, pour eux, qui en fin de compte, ils allaient finalement passer à une autre fille. Donc, si on voulait les garder, il fallait retarder le plus possible ce moment-là. Quand j'y pense, les valeurs que ça véhicule, c'est quand même assez chelou, on peut dire. C'était différent. C'est différent en tous les cas. Différent. Le premier pas, elle avait un conseil aussi sur qui doit faire le premier pas. Évidemment, pas toi. Évidemment, pas toi, ma fille. Voilà, à ce moment-là. Ça, c'était très clair. Ça, oui, tu l'avais bien compris. Ah oui. Si toi, t'as envie de quelqu'un, tu dois minauder, mais exactement, en retrait. Exactement. tu dois te faire désirer, mais surtout pas montrer que toi, tu désires le garçon. Ça, c'est sûr. Voilà, des conseils sur comment il fallait se coiffer, comment il fallait se maquiller. Oui, l'attitude à avoir au premier rendez-vous. Est-ce que tu penses qu'elle dirait aujourd'hui la même chose à tes filles ? Alors, faudrait demander à ma fille, la cadette là que t'as croisée en arrivant. Je suis pas sûre. Elle a eu une conversation avec elle. L'autre jour, ma mère devait faire sa promenade. On était partis en visite et donc il y avait plus que ma fille cadette. Et donc elles sont allées se promener toutes les deux. Elles ont marché pendant 1 heure. Et je sais que ma mère lui a parlé de ce type de sujet-là. Après, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Je sais pas exactement. J'ai pas voulu tirer les vers du nez de ma fille, bien que j'étais un petit peu mais je pense qu'elle est suffisamment mature pour prendre les choses avec distance. Clémence, elle a pas 12 ans non plus, tu vois. À 17 ans, elle peut interpréter ce que lui dit la grand-mère avec plus de distance. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup évolué. Il va falloir que j'interroge ta mère et ta cadette. Voilà. Oui, ça serait portrait de famille. Ça serait intéressant d'avoir ce type de conversation avec 3 générations de femmes. C'est vrai, c'est vrai. Et de savoir si elle se rend compte des choses qu'elle disait souvent à sa fille ou ses filles. Est-ce qu'elle a dit les mêmes choses à tes sœurs ? Oui. Oui. Vous avez eu la même recette. Oui, on a eu la même recette avec des, certaines de mes sœurs qui l'ont reçue avec plus ou moins de distance et qu'elles considèrent avec plus ou moins d'humour à présent, tu vois. Ça n'a pas toujours fait que du bien, en fait, des injonctions comme celle-là. Quand t'es devenue maman, est-ce que ça a changé quelque chose sur ton sentiment d'être une femme ? Alors là, tout de suite, quand tu me dis ça me fait penser à quelque chose, une remarque que m'avait fait un artisan qui habitait dans le quartier, qui était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Donc quand j'ai eu ma première fille, j'avais 30 ans. Donc il y avait un tapissier qui officiait à l'époque où dans le 11e arrondissement il y avait encore des artisans et on bavardait de temps en temps. Et il avait un chat, voilà. Et il m'a dit que quand il m'a revu 2 mois après mon accouchement, c'était même pour ma 2e fille. Moi, je trouvais que je m'étais un peu enveloppée, que je m'étais étoffée, on va dire, au niveau des hanches et tout ça. Il m'a dit un truc du genre, tu vois là, avant, t'étais maigrichonne, mais maintenant t'as vraiment un corps de femme. Et c'était marrant qu'il me dise ça, parce que, moi j'avais remarqué que mon corps avait un peu changé. Sans me traumatiser, ça me plaisait plus ou moins. Et je voyais très bien ce qu'il voulait dire. C'était un peu maladroit de me dire ça. Il y a aujourd'hui plein de jeunes femmes qui accepteraient pas du tout qu'un artisan d'en bas de chez elles leur fasse ce type de remarque. Mais au final, c'était, je pense, plutôt bienveillant, pas spécialement libidineux, et ça m'a plutôt rassurée. Tu vois, ça faisait partie des choses, moi je l'ai interprété comme, voilà, ton corps a changé, mais c'est bien aussi comme ça. C'est bien aussi comme ça. Ça va. Et il y a des hommes à qui ça plaît même mieux comme ça que comme tu étais avant.
Donc voilà, être femme, donc le changement du corps, c'est un truc dont j'avais peur un peu avant, le changement du corps, même le changement du corps intime, voilà. Est-ce que tout ça n'allait pas être emporté? J'en avais même parlé à une collègue qui m'avait dit non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout se remet en fonction. Voilà, exactement. Tout se remet en fonction. Il n'y a pas de traumatisme à avoir normalement. Est-ce que je me suis sentie plus ou moins femme? Alors moins femme dans les semaines qu'on suivit. Enfin, comment dire, dans les semaines qu'on suit, je pense comme beaucoup de mamans, je me suis sentie comme mon corps comme une machine. Une machine à produire un enfant, une machine à nourrir un enfant, et puis un corps un peu quand même morcelé, un corps. J'ai mis plusieurs semaines, mais je pense pas tellement plus que la plupart des femmes, mais je me souviens bien de ce moment où j'avais l'impression que mon corps m'appartenait plus. Quand tu le lis dans des livres, ça semble comme un truc théorique et pourtant c'est une réalité. J'ai vraiment ressenti ce truc. Ton corps a servi d'enveloppe, ton corps a servi de façon d'expulser et maintenant ton corps sert à nourrir et voilà. Mais au bout d'un mois, j'ai l'impression que j'avais réintégrer mon enveloppe corporelle, on pourrait dire. Avec quelques étoffes en plus. Avec quelques étoffes en plus, voilà. C'est beau l'image, je trouve ça beau l'image du tissu. Alors, on va voir quelle carte tu peux choisir là. J'ai amené un petit Dixit. Et du coup, ça va. Alors tu la tires la carte, tu en pioches une en te disant sans regarder et tu la pioches en te disant ça va m'aider à savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme et voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque en plus en tirant cette carte? Donc du coup, tu nous décris évidemment ce qu'il y a sur la carte. Alors sur la carte, je vois quelqu'un qui ressemble à un cow-boy. Ça a l'air de se passer dans l'ouest profond et même dans le sud, puisqu'il y a un peu des montagnes au loin, style Texas. Il est en train de creuser quelque chose qui a un peu la forme d'une tombe. Et derrière lui, sa mule. Je pense pas qu'on puisse parler d'un cheval. Alors. Donc, qu'est-ce que ça te résonne par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir? Comment ça résonne? Puisqu'il est en train d'enterrer quelque chose, moi j'aurais envie justement d'enterrer des vieilles croyances, un peu des idées avec lesquelles je me suis trimballée pendant toute ma jeunesse en lien avec la valeur de ce qu'est une femme, de ce qu'elle doit représenter, de la façon dont elle doit se comporter. Tous ces carcans un peu que j'ai promenés de ma préadolescence, mon adolescence et mon âge adulte. Et j'ai l'impression quand même de les avoir, voilà, si ce n'est enterrés, de les avoir bien mis à distance, et ça c'est plutôt positif. Et j'espère ne pas les avoir refilés à mes filles. J'adore l'expression que tu viens d'employer, qui est promener ses carcans. Alors, de quel carcan tu as promené pendant des années et dont tu penses t'être séparée? C'est un peu ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que voilà, une femme doit être ceci, une femme doit être cela, elle doit être toujours désirable, elle doit pas trop exprimer ses propres désirs, elle doit être plutôt un objet de désir, et c'est assez contraignant d'être ce type de femme-là. Et quelque part, il y avait l'idée que, moi, j'y arrivais pas, tu vois. Que j'étais pas cette femme désirable, lointaine. Ah oui, en plus, tu l'étais pas. En plus, je ne l'étais pas. Tu le ressentais pas. Je n'arrivais pas à faire tomber des garçons comme, devine qui, comme ma mère, qui, elle, était belle, était désirable, et faisait tomber les hommes. Voilà, c'était ça, les carcans, ouais. Et comment t'as réussi à les envoyer promener plus loin? Alors c'est un cheminement, hein. Il y a certainement pas eu un déclic. C'est ce que j'allais te répondre, ouais, en me promenant dans la vie, en constatant que c'était pas toujours vrai,
que on pouvait aimer un homme et être aimé de lui pendant très longtemps en ayant couché avec lui le premier soir, par exemple. En faisant une analyse aussi pendant 4 ans puis 3 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans d'analyse. Oui, ça m'a bien aidé à mettre à distance toutes ces pensées ouais, de femmes désirables. C'est ça. De ce que je devais être et que j'arrivais pas à être et que j'arriverai jamais à être. T'es plutôt femme des années 80 ou femme je vous aime? Alors c'est marrant je vais te répondre pas sur un thème qui est lié à la féminité mais plus à la génération. Ces dernières années, depuis 10 ans là à peu près, je me sens vraiment femme des années 80. Mais enfin, en vérité, je suis enfant des années 80. Je suis fillette des années 80. Et je me sens très nostalgique, intéressée. Oui, je ressens ce que c'est que la nostalgie quand je vois des vieilles émissions que je sais plus ce que j'ai vu là récemment qui m'a fait ou que j'ai écouté un morceau qui m'a fait me sentir vraiment nostalgique avant jusqu'à même encore à l'âge de 40 ans. La nostalgie, c'était quelque chose que je ne ressentais pas. C'était un concept, c'était un mot, mais je ressentais pas ça dans mes tripes. Et maintenant, je le ressens et donc en particulier pour ce qui est des années 80, qui sont vraiment les années de mon enfance, de mon collège. Voilà, donc fillette des années 80, voilà comment je le sens. On va refaire la chanson. Si tu avais une baguette magique et que tu devais changer une chose dans la pelote des relations homme-femme, qu'est-ce que tu changerais, que ce soit côté homme, côté femme ou côté des deux? J'ai envie de parler, ça répond pas forcément à la question de ce que j'aurais envie de changer, ou peut-être ça y répond, je sais pas. J'ai envie de parler de l'étrangeté que c'est qu'un homme est pour une femme. Et en même temps, je trouve ça vraiment fascinant. Et ça, j'ai pas envie de le changer. C'est-à-dire que je me rends compte, en avançant dans la vie, et c'est un constat que j'ai fait même quand j'avais 20 ans, que l'homme, c'est vraiment cet autre mystérieux. Alors, peut-être encore plus pour moi qui viens d'une famille où il y a que des filles. Avec une mère très présente, je crois qu'on l'aura compris, entourée de petites sœurs puisque j'étais l'aînée, donc un monde très féminin, et donc pour moi l'homme est vraiment plein de mystères et d'étrangetés et je comprends pas toujours trop bien comment il marche. Je pense qu'un homme dirait exactement la même chose des femmes, hein, et je trouve ce mystère extrêmement opaque et en même temps incroyablement séduisant. Le fait que je comprenne pas tout comment il marche. Rien que, tu vois, par exemple, l'autre jour, je disais à Sébastien, c'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Vous enlevez pas les pulls de la même manière que nous. T'as remarqué ? C'est vrai. Ils tirent par le col. C'est vrai. Je trouve ça fondant. C'est vrai, ils tirent par le col, t'as raison. Tu fais pas ça, toi ? Non. Non ? Ah bah non, moi j'enlève à partir de la taille. En bas, voilà. Ouais. Ah oui, tiens, c'est vrai. Et ça loupe pas, mon fils le fait comme son père. Et ben ça, je trouve ça hyper émouvant, leur façon. Je trouve ça, je sais pas, voire sexy même. Ouais. Et ben c'est ces petits gestes, ces petites choses, toutes ces choses qui sont différentes de nous, je les trouve mystérieuses et géniales, et je voudrais surtout pas que ça s'arrête d'être mystérieux, incompréhensible et séduisant. Alors, qu'est-ce que je voudrais changer ? C'est pas du tout trop original. Je voudrais changer cette idée que la femme peut être un bien consommable, qu'on puisse. En fait, ce que je supporte vraiment pas, c'est et qui s'illustre dans le harcèlement de rue, c'est l'idée que qu'on peut regarder une femme dans la rue comme on regarde une pâtisserie dans une vitrine, qu'on puisse la héler avec une sorte un mélange de désir et d'agressivité, mais où l'agressivité prend même d'ailleurs le pas sur le désir, puisque en fait on sent bien que il y a aucune issue possible, il y a aucune tentative de séduction. Derrière ces appels à avoir des relations sexuelles comme ça de manière aussi frontale, c'est évidemment sans aucune issue, mais c'est plutôt une façon de rabaisser en fin de compte. Et ça m'est assez insupportable. Ça m'est tellement insupportable que ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir
dans la rue. Quand tu le constatais avec quelqu'un d'autre. Oui. Comment tu fais quand t'interviens ? Alors, je fais pas très bien, je pense, parce que c'est assez émotionnel pour moi et je suis un peu sur le mode de l'agressivité. Ça m'est arrivé une fois dans le métro d'intervenir en disant non mais ça va pas de parler comme ça. Si on parlait comme ça à votre sœur ou à votre maman, qu'est-ce que vous diriez vous ? Et que quelqu'un surenchérisse derrière moi en disant mais c'est vrai parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment abusé, c'est-à-dire que il suivait la femme en l'invectivant de façon répétée. Ouais, c'est ça. Il l'a su et hyper fort en plus. Donc ça m'a vraiment frappé. Voilà. Après, je trouve qu'il y en a moins quand même. En fait, il y en a toujours, mais ça se fait plus discret. Ça va moins être des insultes, des invectives. Voilà. Mais ça vraiment, c'est une chose que j'aimerais changer. Il y a Solène Thomas, je sais pas si tu la connais, mais sinon je t'inviterai à la suivre. Elle disait récemment que une de ses envies, missions qu'elle se donnait, ça serait de démoder le patriarcat. Qu'est-ce que tu penses de cette expression ? Mais je pense que c'est un peu en train de se produire. Que tout ce qui ressort du patriarcat apparaisse comme quelque chose de ringard en fin de compte. C'est un peu ce qui est en train de se produire. Moi, je vois, puisque voilà, j'ai la chance d'avoir des filles qui sont en âge d'être confrontées à cette question des relations hommes-femmes. Je les vois hyper vindicatives sur la question. Y compris lors d'affrontements qui sont sains, bien qu'un peu fatigants, avec leur père, en particulier. Alors des fois des affrontements avec moi, mais beaucoup plus fréquemment avec leur père. Bon, voilà, qui aime bien un petit peu, ferrailler sur le plan de la polémique sur tous les sujets. Et là, les polémistes qu'il a en face de lui, c'est ses filles, et donc ça vient souvent sur ces sujets-là. Et voilà, je pense que si j'observe la façon dont elle fonctionne, je pense que c'est clairement en train de se produire dans les jeunes générations. Pour toi, le stéréotype, le cliché porté sur les hommes le plus ringard? Alors, sur les hommes, le cliché sur les hommes. Alors, je vais te répondre à côté. Le cliché porté sur les femmes qui m'énerve le plus. Les femmes sont multitâches. Je ne supporte pas cette remarque et je l'entends, je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que j'entende cette remarque, y compris, même très souvent dite par des femmes pensant dire une remarque féministe d'ailleurs. Hein. En fait, dire des femmes qu'elles sont multitâches, déjà, c'est dire que le cerveau des femmes fonctionne différemment de celui des hommes. Donc déjà, à la base, je trouve ça quand même assez suspect. Et ensuite, c'est une espèce de laisser-passer pour attribuer aux femmes le rôle de faire plein de trucs à la fois. Elles peuvent avoir un boulot, allaiter leur bébé, préparer le repas, faire le ménage et organiser les prochaines vacances puisqu'elles sont multitâches. C'est pas un problème. Tandis que le mec, lui, va se concentrer complètement sur des vraies tâches sérieuses, comme par exemple le développement de sa carrière ou suivre un match de foot. Et voilà. Une seule tâche. Et une seule tâche. et donc ça, en fait, ça m'énerve d'autant plus que c'est une remarque sexiste qui avance masquée, c'est-à-dire avec les couleurs d'une remarque qui valoriserait les femmes, alors que c'est tout le contraire. Et donc c'est souvent des femmes, tu l'entends vraiment une fois par semaine, donc dans tous les lieux, dans tous tes lieux, au à travail. la fois, au travail, surtout au travail. Oui, au travail. Je pense que mes amis savent que il faut pas me dire ça pour moi. et quand elle est dans quelle situation elle est utilisée justement cette expression? C'est pour alors plutôt justifier, défendre, attaquer? Comment ça? Non, elle est plus utilisée au second degré qu'autre chose en fin de compte. Hein. Plus, elle est utilisée souvent, la moitié du temps par des femmes qui disent moi je vais, t'inquiète pas Jean-Paul, moi je vais faire ça puisque les femmes sont multitâches. C'est bien connu. Les femmes sont multitâches. C'est ça. Donc c'est plus une boutade. En fait, c'est une boutade à l'encontre des hommes. Je l'entends souvent comme ça. Mais qui en même temps
comme tu le dis, enfin toi tu la ressens comme ça en tous les cas, fait défaut aux femmes. Parce que si on continue à dire qu'on est multitâche... j'ai suivi une formation, donc dans l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai suivi une formation sur les stéréotypes, parce que c'est largement recommandé, voire carrément obligatoire de suivre cette formation, ce que je trouve super. Et ça fait partie des exemples qu'ils citent. Ils disent que dans les stéréotypes, il y a aussi des remarques qui sont soi-disant valorisantes. Les femmes sont douces, les femmes sont multitâches, voilà. Et qui en fait se retournent contre les femmes au bout du compte. Et dans cette formation dont tu parles, les stéréotypes masculins, vous les avez abordés aussi ? Ah non, c'était vraiment stéréotypes féminins. Ouais. Alors du coup, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Tu m'as dit c'était quoi, les stéréotypes masculins ? Ouais, le stéréotype masculin que tu trouves qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et ou fait le plus défaut à une relation homme-femme vraie. Ce dont je me rends compte, c'est que le stéréotype selon lequel les hommes n'auraient pas de sentiments et penseraient essentiellement au sexe, il est faux. Alors là, j'ai pas fait une grande découverte en disant ça, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps en discutant avec des amis hommes proches. Et alors, je dis pas qu'ils sont impliqués dans toutes leurs relations charnelles, on va dire, mais voilà, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient aussi bien morfler ou bien être amoureux, donc faire d'eux des machines à avoir des relations sexuelles complètement insensibles, oui, c'est faux et c'est faux. Si tu devais changer un chiffre parmi ces 4, je vais pas te citer les chiffres, mais juste les statistiques. Est-ce que tu changerais plus la durée du congé paternité ? Est-ce que tu changerais le fait que tu aies plus d'amis hommes autour de toi ? Est-ce que tu changerais le fait que les femmes et les hommes simulent sur l'oreiller ? Et on le sait, il y a des statistiques là-dessus. Ou les deux ? Oui. Alors évidemment en moindre proportion, mais voilà. Ou est-ce que tu changerais le temps passé pour les tâches domestiques réparties entre les hommes et les femmes ? J'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, parce que en fait les statistiques montrent que les statistiques font mal. Elles montrent que, en fait, déjà la répartition des tâches ménagères est inégale, mais à l'arrivée du premier enfant, le déséquilibre s'accroît. Ce que je trouve, mais juste horrible. Parce que plus il y a de boulot, moins ils en font, en fait. Ça veut dire ça. Donc ça, je le changerais bien. Après, l'histoire de la simulation, alors, je suis pas du tout sûre qu'il y ait autant d'hommes qui simulent que de femmes. Non. Je changerais bien la simulation. Enfin, comment dire, ça c'est quelque chose que je pense qui doit être travaillé collectivement, parce que simuler, il y a tout un tas de choses derrière. Ça veut dire ne pas avoir véritablement de plaisir, mais ça veut dire être piloté par le désir de faire plaisir avant de se faire plaisir. Donc il y a tout un changement d'état d'esprit et de comment je me perçois dans le cadre d'une relation sexuelle, qui est aussi hyper importante. Donc mon cœur balance entre ces deux-là. Je changerais tout en fait, Caro. On y travaille. On est plein à vouloir y travailler tous les jours, dont toi. Si tu devais te consoler de quelque chose sur ton oreiller, ce serait de quoi ? La première chose qui m'est venue à l'esprit, là, c'est un peu psychanalytique, mais c'est, je voudrais me consoler de mon enfance. Voilà. Et au-delà de l'oreiller, si on élargit et si on prend l'oreiller comme un symbole de la relation, je pense que la relation homme-femme, enfin avec mon mari, m'a permis de me consoler de un peu des blessures de mon enfance, ouais, c'est ça, à me faire reprendre gagner de l'estime de moi, ouais, c'est ça, de la confiance. Voilà, me consoler d'un petit déficit, voire d'un gros déficit de confiance en moi qui était lié à mon enfance. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en tant que femme dont tu te sens empêchée aujourd'hui ? Ouais, plein de choses.
Plein de choses. Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Oui. Tu vois. Pas facile. C'est très difficile de faire la différence entre les deux. Tout à fait. Parce que ce déficit de confiance en soi, c'est vrai qu'il vient aussi peut-être en partie, il vient de mon histoire et et c'est indissociable du fait que je sois une fille aujourd'hui une femme. C'était quoi la question déjà? De quoi te sens-tu empêchée aujourd'hui? Ah oui. En tant que femme ou en tant que toi? Non, mais en tant que moi, je me sens empêchée de faire des choses du style quitter mon boulot, monter une entreprise, prendre des décisions dans ce style-là. Oui, je me sens complètement empêchée de ça. Est-ce que c'est en tant que femme? Je suis pas sûre. Ouais. De quoi te sens-tu empêchée, Lucie? Par rapport à monter sa propre entreprise, prendre des initiatives qui impliquent de sortir de la matrice chaude et ronronnante d'une grande entreprise, avoir suffisamment confiance en moi pour, alors c'est plus trop d'actualité avec l'état de mes genoux, mais entreprendre un entraînement pour faire un marathon, tu vois, ce genre de choses, se lancer des défis un peu d'envergure, j'ose pas. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, voilà. Mais tu penses que tu vas pas y arriver, donc du coup, t'y vas pas? Et du coup, j'y vais pas. Ouais, j'ai peur de me casser la gueule. Voilà, après, pour relier ça au thème de la féminité, est-ce que si j'étais un garçon, j'oserais le faire? Est-ce que les garçons autour de moi osent tous le faire? Non. On a parlé de ta relation avec ton chéri. Qu'est-ce que t'as le plus appris à ses côtés? Sur les relations hommes-femmes? Oui. Parce que j'ai appris sur plein de trucs, mais plutôt culturel que... Alors, sur les relations... Ah oui, alors, ça marche avec lui, je sais pas si ça marche avec tout le monde. J'ai appris que ça sert à rien du tout de s'énerver et de s'engueuler pour essayer d'obtenir quelque chose de lui. Alors, c'est même ça produit l'effet inverse. En fait... les choses qui ont progressé dans notre couple, elles ont progressé parce que ça allait bien entre nous, pas parce que je me suis énervée ou parce que j'ai formulé des menaces. Ça n'a jamais marché. Après, c'est pas toujours facile de se dire j'attends le moment où il sera suffisamment bien prêt et où tout ça va se mettre en place comme moi je l'entends. Voilà, j'ai appris sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez, tu penses, déconstruit entre vous deux? En mythe, en croyance sur l'un, sur l'autre? Je pense que quand on s'est connus assez jeunes, on avait à peine 20 ans, on était plein de certitudes, enfin surtout lui, voilà, il savait tout sur tout, il avait des avis très marqués. Maintenant, je trouve que l'expérience l'a rendu un petit peu plus nuancé. Voilà, est-ce qu'on a déconstruit des mythes ou des... C'est des petites avancées, tu vois, sur notre façon de fonctionner au quotidien. Je suis pas sûre qu'on ait, déconstruit des grands mythes. Sur la répartition des tâches dont on parlait tout à l'heure. Bah ça s'est considérablement amélioré avec le temps. Alors malheureusement, je faisais partie des statistiques à la naissance des enfants où je me suis récupéré plus de boulot qu'avant. Je me suis récupéré tellement de boulot que je le dis souvent ça, mais c'est un souvenir qui me marque. Des fois, avant d'ouvrir la porte de ma maison en rentrant du travail le soir, j'avais comme un sentiment de découragement qui s'abattait sur moi devant tout ce qui m'attendait encore après ma journée de boulot et j'aurais presque fui en sens inverse, quoi. Tellement ça me semblait insurmontable. Heureusement et non, j'y retournerai bien malgré tout avec des petits enfants, mais maintenant les enfants ont grandi et je trouve que les tâches se sont réparties de manière beaucoup plus harmonieuse. Alors, qu'est-ce qu'a fait ça? Je ne sais pas. Mais ça s'est fait quand même quand il était encore petit? Non, petit, c'était compliqué. Ouais, plus récemment. Ouais. À partir de quel âge tu dirais que ça se... À partir de... Alors, on va parler de l'âge du dernier, à partir de 8 ans. À partir de ses 8 ans. Mais à ce moment-là, tu vois, la grande avait déjà 16 ans. Donc oui, il y a du coup pas mal d'années de galère pour en arriver là. Mais j'aurais jamais pensé que ça puisse s'améliorer. J'ai une vision des choses qui est que les choses qui sont mal emmanchées ne vont faire que se dégrader avec l'âge, que les gens ne s'améliorent pas, ils vont plutôt s'empirer qu'autre chose. Et en fait, là, non. Bah, voilà. Mais je sais pas bien pourquoi. T'es à la conquête de quoi en ce moment? Je suis à la conquête de mon corps, je dirais. J'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de sport.
j'essaye d'avoir une courbe qui compense l'autre. C'est-à-dire que là, je viens d'avoir 50 ans, la ménopause est enclenchée, je vois mon corps qui change. J'ai aussi, eu un cancer du sein, une opération. Ça aussi, ça fait un petit peu changer le corps. Même si j'ai pas eu d'ablation, donc je pense que je peux pas parler comme une femme à qui ce serait arrivé. Donc voilà, donc cette espèce de courbe qui, on va dire pour schématiser, est plutôt descendante. Et pour compenser cette courbe descendante, beaucoup d'exercices physiques, en tout cas très réguliers, qui me permet de, alors je dirais pas reconquérir mon corps, mais en tout cas continuer à l'aimer. Continuer à l'aimer parce que voilà, l'effort, le bien-être qu'apporte le fait d'avoir un corps musclé, c'est quelque chose que tu sens dans chacun de tes mouvements en fait. On croirait que c'est quand tu te regardes dans la glace ou quand tu essayes un jean. Et tu le vois. En fait non. C'est pas juste tu le vois, tu le ressens. Ah, tu le ressens. Voilà, c'est ça. C'est ce sentiment-là que j'essaye de maintenir, voire de renforcer. Donc c'est pas tant pour l'apparence et gagner en... Alors c'est pour ça aussi, hein. Un peu aussi, mais en fait c'est le bénéfice là que tu nous décris. Ouais. C'est un bénéfice intérieur. C'est ça. C'est ça. En fait, tu ressens pas pareil ton corps quand il est gainé, même quand t'es assis, même quand tu fais rien de particulier, que quand c'est pas le cas. Et donc c'est quoi la différence si tu pouvais aller un petit peu plus loin dans le ressenti que ça te fait? Tu te sens plus comment? Je sais pas comment le décrire. Ferme, forte, gainée, c'est assez agréable. C'est assez agréable de sentir les muscles présents même dans les petits mouvements du quotidien. C'est assez satisfaisant. Ton dernier fou rire avec un homme sur un oreiller. Ah, alors déjà, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais même pas imaginer qu'on puisse rigoler au lit. Pour moi, faire l'amour, c'était quelque chose de passionnel, de grave. Il y avait une dimension dramatique et qui est complètement antinomique avec le fait de se marrer. En fait, ces dernières années, je dirais ces 10 dernières années, ça m'est arrivé de rigoler, et enfin régulièrement. Ça m'arrive de rigoler dans ces situations-là. Et en fait, c'est pas, comme dirait l'autre, un tue l'amour. C'est pas, je me rends compte que ça marche aussi. On peut aussi se marrer. Pourquoi est-ce que je me serais marrée sur l'oreiller? Ça doit pas être bien. Alors, fou rire, les fous rires, c'est rare, les vrais fous rires. Tout à fait. Tu vois, si tu me demandais mon dernier fou rire. Indépendamment d'un oreiller. On est quel jour? On est vendredi. Peut-être mercredi soir, j'ai eu un début de fou rire. On était à un concert de musique classique à la Philharmonie et le chef d'orchestre était tellement passionné et dans des grands mouvements qu'on s'est regardé et on a quand même eu un début de fou rire. Parce que un fou rire, voilà, c'est ça que, en fait, le fou rire, ça implique que il y a comme une contrainte, c'est-à-dire que c'était dans une situation où c'est pas bienvenu de rire. Oui. Quand t'es à deux. Tu vois, tu peux quand même, quand tu te connais bien, te laisser aller. Mais rigoler, je sais plus. Dernière fois que t'as rigolé sur l'oreiller avec ton chéri. Franchement, je sais plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, ça nous arrive. Et que c'est bien. Et que c'est bien. Et que c'est bien. C'est pas le signe d'une relation qui serait relâchée sur le plan de la séduction. Voilà, ce qui était le cas dans mon esprit avant. Tu penses quoi de la phrase ? Que penses-tu de cette phrase ? Ils se marièrent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Alors moi, c'est comme ça que je voyais ma vie avant. Je voulais avoir minimum 4 enfants. Alors l'idée du mariage a jamais été un truc hyper séduisant pour moi. La preuve, d'ailleurs, je me suis pas mariée. Le truc de la robe de princesse et tout ça, je vois que ça plaît à beaucoup de filles et je regarde ça avec étonnement. Ça ne me parle absolument pas. Tu te déguisais pas, petite fille, en princesse ? Si. Mais en fait, je vois pas le rapport avec le mariage, le truc de la robe. Donc voilà, le mariage de manière générale, quand j'assiste à des mariages, c'est pas un moment... Tu vois, je discutais avec des gens qui disaient « Ah, moi j'adore les mariages, je trouve ça génial, hyper émouvant. » En vrai, je trouve que c'est rarement émouvant.
T'assistes souvent à une grosse organisation. Oui, ça. Voilà. T'assistes à un déballage. C'est même un métier maintenant. Voilà, exactement. Un déballage d'organisation. Donc, tu peux regarder, oh, c'est bien organisé, c'est bien décoré, ça. Mais t'assistes rarement à une déferlante d'amour. Enfin, je veux dire, l'amour, il a une toute petite part, en fait, dans la grande kermesse du mariage. Donc, voilà, je trouve ça pas hyper intéressant. Alors, avoir beaucoup d'enfants, ça, par contre, je trouve ça vraiment intéressant. Et j'en aurais bien eu plus. Et j'en aurais bien encore. Pourquoi tu trouves ça intéressant ? Ah bah parce que, enfin voilà, après on va ouvrir le sujet de la maternité, c'est tout un chapitre en soi. Mais voilà, enfin je sais pas dire des mots qui soient pas des banalités sur le sujet, mais oui, c'est les grandes expériences de ma vie et toute cette période qu'on a désormais bel et bien quitté, le plus jeune d'entre mes enfants ayant maintenant 13 ans, et officiellement donc un teenager. On a quitté l'âge on a quitté la petite enfance, enfin l'enfance presque maintenant, a quitté notre foyer. Et ça, je considère ce départ avec beaucoup de regrets. Donc, c'est ce qu'a fait ma mère d'ailleurs. Elle a fait beaucoup d'enfants parce qu'elle adorait être enceinte, je pense, et qu'elle adorait, être toujours entourée de jeunes enfants. Et je comprends ça pas mal. Donc, se marier, bof, avoir beaucoup d'enfants, oui. Donc si tu devais quand même refaire la phrase, t'as envie de la réécrire ou pas à la fin des comptes? T'as envie que les enfants puissent lire autre chose? Non, évidemment, oui, bien sûr, c'est un comment ça s'appelle, un cliché. Et en vérité, ils sont pas du tout obligés de se marier et encore moins d'avoir beaucoup d'enfants. Pour ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est une façon ancienne de le dire, c'est que voilà, leur relation a été heureuse et durable. Oui. On pourrait le dire tout simplement comme ça maintenant. Tu souhaites plus ça? Voilà. Je vous souhaite des relations heureuses et durables. Voilà. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, des relations d'amour ou pas. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour conclure un conte de fées, on veut dire que leur relation au prince à la princesse ou voilà, telle ou telle elle a été heureuse et durable. La façon qu'on avait à l'époque de l'incarner, c'était qu'ils se marient et qu'ils ont beaucoup d'enfants. Ça, donc, c'était factuel. Voilà. Mais toi, ce que t'entends derrière et du coup pourrait tout à fait être encore aujourd'hui dans les contes, soyez heureux et que vos relations soient durables. Oui, c'est plutôt ça que je dirais. Et ne faites jamais rien dont vous n'avez pas envie. Ça, j'ai bien retenu. Et tes filles aussi. Et ton fils aussi. Tu lui diras, certainement. Oui. Alors, j'ai commencé à lui parler. Alors après, voilà, à 13 ans, quand en plus, c'est un fils, et que toi t'es une maman, c'est peut-être moins évident. Mais oui, il va falloir qu'on... Mais c'est une phrase, a priori, que tu te sens à l'aise pour la lui dire de la même façon que tu l'as dit à tes filles ou... Alors, est-ce que je la formulerais comme ça pour un garçon ? J'aurais tendance à lui dire n'oblige personne à faire ce dont il n'a pas envie. Et là, tu vois, en te le disant, je me rends compte que y a une asymétrie, tu vois, puisque en fait, ça veut dire que mes filles, comme si elles étaient passive et qu'elle devait accepter ou subir les choses, alors que mon fils, lui, serait actif au sens où il pourrait imposer des choses. Oui. Bon, voilà, tu vois, moi aussi, j'ai des choses à déconstruire. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que nous-mêmes, on se met dans des biais et on fait l'asymétrie et c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. C'est en tout cas, c'est ce qui vient en premier lieu dans nos cœurs et dans nos cerveaux et qu'on communique. C'est ça. Donc c'est intéressant. Tout à l'heure, t'as parlé de simulation masculine. C'est aussi ça, c'est aussi dire que oui, les hommes peuvent aussi simuler, oui, les hommes peuvent aussi subir ou être embarqués à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Et ça vient pas en premier à l'esprit, c'est sûr. Et tes amis hommes, ils t'en parlent ça parfois ? Alors simuler, jamais. Faire des choses dont ils auraient pas envie, oui, moi, c'est arrivé. Ouais, tout à fait. Il y a un ami homme qui m'a parlé d'une aventure qu'il avait eue, par exemple, avec une femme qui lui avait sauté dessus. Et j'ai dit, mais c'était génial, du coup. Et en fait, il savait pas trop bien me dire si c'était si génial que ça. Les hommes ont tendance à dire, mais j'adorerais que une femme, en l'occurrence, c'était dans un hôtel, une femme de chambre qui lui a carrément sauté dessus. Ah oui, littéralement. Littéralement, qui lui a dit, toi t'es mignon, et qui lui a mis la main à la braguette. Et n'importe quel homme qui écoute cette histoire-là, enfin, c'est presque un fantasme, tu vois, a tendance à penser qu'il aimerait que ça lui arrive tous les jours. Et de la façon dont il me le racontait, j'avais l'impression que c'était pas génial du tout, en fait.
Alors, est-ce qu'il a été déçu par la suite des événements ou déçu par lui-même ou voilà, je me suis dit mais tiens, mais en fait, un homme qui se fait sauter dessus par une femme, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle. De la même manière qu'une femme qui se fait sauter dessus par un steward, par exemple, ce serait pas forcément qu'une bonne nouvelle. Bah là, il n'y a pas eu de consentement, il a pas eu le temps de dire oui ou non avant qu'elle mette la main dans la braguette, quoi. Ouais, c'est ça. Faudra que je l'interroge, ce monsieur. Ouais. Est-ce que tu voudrais me poser une question? Est-ce que tu as une question à me poser? Qu'est-ce que tu as appris? Je sais pas si tu as fait beaucoup d'interviews comme celle-là. Qu'est-ce que tu as appris de plus marquant ou entendu de plus marquant dans les interviews que tu as faites? Je crois que ce qui m'a le plus touché récemment, c'est un homme de plus de 50 ans qui est allé voir Les Jeunes Amants au cinéma. Ça l'a beaucoup ému, ce film. Et il m'a avoué qu'en sortant, pendant le film, il avait envie de pleurer, mais il se retenait. En sortant, il avait envie de pleurer. Et là, du coup, c'est vraiment sorti. Du coup, il a mis sa casquette, il a mis son pull avec sa capuche, il s'est caché. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, mais pourquoi je me cache, en fait? Et donc, il a réussi, parce que, voilà, il avait manifestement jamais pleurer en public, osé s'autoriser à pleurer dans la rue. Il a enlevé sa casquette, il a enlevé sa capuche et il a pleuré. C'est très émouvant. Et il s'est senti soulagé. Et ça m'a touchée. Ouais, tout à fait, je comprends ça. Parce qu'en plus, effectivement, t'en parlais de l'insensibilité des hommes, la soi-disant insensibilité des hommes. Mais moi, je me disais que tu puisses pas potentiellement en tant qu'homme, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, parce que c'est la société qui attend, des hommes forts qui ne pleurent pas. Vis-à-vis de tes proches, j'entends bien, mais là, on était en plus dans un contexte d'inconnu et dans la rue. Et tu te rends compte que même là, un homme, cet homme en tous les cas, ne s'autorisait pas à pleurer. Mais bon, il l'a fait et il s'est dit que du coup, il pourrait le refaire maintenant. Écoute, merci Marianne, et avant de te laisser, je vais te remettre un cadeau qui, en plus, la vie est bien faite. Gentil. La vie est bien faite. Je pense que ça va résonner. Je te laisse l'ouvrir. C'est une bande dessinée, non? Oui. Génial. Et le titre? Quelqu'un à qui parler. Et figure-toi que l'histoire, c'est un homme qui va pas très bien au début de la BD et qui retombe sur le numéro de téléphone fixe de son enfance, de là où il vivait quand il avait 8-10 ans. Et il se dit, tiens, je vais appeler ce numéro. Et il appelle ce numéro et il tombe sur lui à 8-10 ans. C'est génial. C'est comme un peu Quartier lointain, celui qui se retrouve dans son corps de justement 8-10 ans. Et je trouve que c'était inattendu, je savais pas ce qu'on allait aborder comme sujet avec toi, mais on a quand même pas mal parlé de l'enfance, je trouve. Et que d'un côté, t'as l'enfance qui est partie de ton foyer, à travers le fait que tous tes enfants sont tous adolescents maintenant, voire jeunes adultes. Que toi-même, en même temps, s'il y a quelque chose dont tu devrais te consoler, c'est ton enfance. Je trouve que ce livre est à propos, puisqu'en gros, c'est avoir la chance dans sa vie de retrouver son enfant intérieur et de lui parler. Voilà. Ça aussi, c'est une grande question. Bonne lecture. Merci beaucoup, Caroline. Lucie. À bientôt.